Alors, un test voix. Ouais, d'accord, mais je parle bien dans le micro, comme ça il pourra mieux faire le travail. On mange le micro. Gros tagada noir. On peut y aller? Bonjour Olivier Dedieu. Bonjour. Alors vous êtes coordinateur de la Maison de l'Europe de Montpellier. Tout récemment nommé, je crois, maintenant il y a quelques mois. Oui, c'est en avril quand même. C'est en hein, avril, oui, ça remonte à un certain temps. Alors aujourd'hui, vous êtes là, ah ben, on va parler de l'affaire qui préoccupe l'Europe entière. Sortiront-ils ou ne sortiront pas? On n'en sait rien encore. Donc on va parler, vous avez compris, du Brexit et on va faire une sorte d'état des lieux. Où en sommes-nous, hein? Parce que je crois qu'il faut peut-être faire, je vous propose de faire peut-être un focus sur le Brexit. Oui, alors en fait c'est déjà une vieille histoire, hein, puisque c'est le 23 juin 2016 que par référendum, donc le Premier ministre britannique de l'époque avait proposé un référendum sur la question de l'Union européenne. Et contre toute attente, parce que je ne pense même pas que c'était les objectifs du Premier ministre de l'époque, effectivement le non l'a emporté, quasiment 52%. Et donc on est parti effectivement sur la perspective d'une sortie de l'Union européenne. Alors, on était en 2016. Alors, techniquement parlant, la procédure elle a commencé en 2017, puisque en fait, depuis le traité de Lisbonne, les traités de l'Union européenne ont en fait ont mis en place un article permettant, c'est ce qu'on appelle l'article 50, à un pays de sortir de l'Union européenne. Alors, du coup, on est parti sur l'idée effectivement que l'Europe et le Royaume-Uni allaient se séparer. Donc un divorce supposé être à l'amiable. Bon, c'est pas forcément les plus tranquilles. Les plus tranquilles. C'est ça. Voilà. Alors avec des négociations donc, qui ont commencé il y a déjà plus de 2 ans. On était en juin 2017 avec d'un côté le gouvernement britannique et de l'autre côté Michel Barnier qui a été nommé négociateur en chef pour la Commission européenne. Qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, et bien, qui est toujours là du coup, puisqu'effectivement son mandat a été prorogé. Bien sûr. Et on va le prolonger, je crois, encore longtemps peut-être. Hein. Alors, où on en est effectivement, donc pour rappeler juste quelques étapes, hein, en novembre 2018, il y a eu un premier projet finalisé à l'époque par le gouvernement britannique et l'Union européenne, avec l'idée qu'on allait pouvoir acter la sortie du Royaume-Uni avant les élections parlementaires, les élections européennes, bien évidemment. Voilà. Donc, dans les faits, il y a eu un premier délai qui était prévu en mars, qui a été décalé en avril, et finalement, au regard de la situation britannique, il y a un blocage qui a amené effectivement un nouveau délai qui a porté au 31 octobre 2019. Alors, ce qui a du coup posé toute une série de questions techniques, puisque la première question technique qu'il a fallu traiter, c'était la question des élections européennes, puisqu'il a fallu rajouter, enfin en tout cas réintégrer les élus britanniques, et donc on se retrouve dans une situation où en France on a élu des députés, 5 pour être précis, qui ne pourront siéger que quand les Britanniques vont sortir, à supposer qu'ils sortent. À supposer qu'ils sortent. Voilà. Voilà, parce que pour l'instant, nous sommes en novembre et ils ne sont toujours pas sortis. Oui, alors effectivement, ce délai du 31 octobre qui devait être intangible ne l'a plus été, tout simplement. Alors la difficulté n'est pas liée à l'Union européenne, elle est liée au fait que les Britanniques ne sont pas capables de dégager au Parlement anglais de majorité pour acter tel ou tel projet. Donc, avec différentes lignes, hein, les anti-Brexit, les partisans d'un Brexit dur, des partisans d'un Brexit plus négocié avec l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, la situation n'est pas tranchée. Donc il y a un nouveau report qui a été acté depuis le 29 octobre, qui porte jusqu'au 31 janvier 2020. Avec possibilité d'anticiper la sortie, pour faire simple, soit au 1er décembre, soit au 1er janvier 2020. Alors concrètement, tout va dépendre des élections, puisque du coup il y a une dissolution du Parlement britannique, donc tout va dépendre du résultat des élections.
Voilà. En fait, nous sommes en plein divorce. Un divorce qui n'est plus du tout à l'amiable. En ce moment, chacun essaie un petit peu de le rendre amiable, mais en fait, il n'est amiable que de nom. Alors, oui et non, parce que finalement, on a échappé au pire. Ce que tout le monde appréhendait, c'était le Brexit sans accord. C'est-à-dire une rupture brutale avec, du jour au lendemain, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la fin de toute relation institutionnelle entre les deux institutions. Donc là, on est parti sur l'idée d'un accord. La difficulté, c'était effectivement la situation politique britannique. Et c'est vrai que le mérite des élections à venir, c'est qu'elles vont porter sur ce traité ou pas. Et voilà, donc elles vont clarifier peut-être les choses. Voilà, alors le petit bémol, alors normalement le système britannique facilite la création d'une majorité parlementaire, mais on n'est pas à l'abri, dans la dernière ligne droite, qu'effectivement la majorité, on n'est pas à l'abri d'un résultat qui pourrait nous surprendre, hein, parce que finalement on a plusieurs lignes politiques aujourd'hui qui s'affirment sur cette élection. Il y a d'un côté les anti-Brexit, il y a des partisans d'un Brexit tel qu'il a été signé par le gouvernement, c'est la position effectivement du gouvernement sortant. Les travaillistes ont une autre position, et ensuite il y a des partisans d'un Brexit plus dur. Voilà. En fait, on replonge dans l'inconnu avec ces élections britanniques qui vont avoir lieu, je crois, en décembre. C'est ça, en décembre. Donc, alors, c'est vrai que tout va dépendre du résultat. Il n'est même pas impossible qu'in fine, on finisse par ne pas avoir de Brexit. Voilà. Ça reste une possibilité. Tout est ouvert. Hein. Oui. Voilà, alors je vous propose une pause musicale et nous reprenons la suite de ce feuilleton, on va dire, du Brexit. Ouais, on va le descendre un petit peu. Le micro, il faut le descendre. Voilà, comme ça, nickel. Olivier de Dieu, vous êtes coordinateur de la Maison de l'Europe à Montpellier et vous êtes là pour nous faire une sorte de focus sur le Brexit dont tout le monde parle. Nous avons bien compris en vous écoutant que ce n'était pas chose gagnée. Y aura-t-il Brexit? N'y aura-t-il pas Brexit? En fait, aujourd'hui même, on n'en sait rien et nous attendons donc avec impatience ces élections du 12 décembre, qui nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair, tout au moins aux Britanniques, d'y voir plus clair. En tout cas, c'est à espérer. C'est à espérer. Alors, j'aimerais savoir maintenant quelles sont les modalités de l'accord fixé, qui serait fixé, on va tout mettre au conditionnel, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sur une sortie éventuelle, je mets tout au conditionnel, du Royaume-Uni. Alors, il y a un bel accord qui a été effectivement signé, donc depuis octobre de cette année, alors qui reprend d'ailleurs une partie de l'accord qui avait été signé du temps de Theresa May, hein, pour dire les choses simplement. Donc c'est un beau texte que je vais essayer de résumer parce qu'il fait quand même plus de 600 pages. Alors qui prévoit, alors c'est là où, pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti totalement de l'affaire, hein, parce que même si le Brexit est acté, en fait il va y avoir deux périodes. Il y a une première période qu'on appelait la période transitoire, oui. Donc qui va accourir à minima toute l'année 2020, mais qui est prolongeable pour une durée maximale de 2 ans. Ah oui, donc on n'est pas... Voilà. Ouais. Donc première période donc, qui va courir jusqu'au 31 décembre 2020 ou au 31 décembre 2022, qui vise à préparer en fait les deux pays à la rupture. Voilà. À l'effectivité en fait, de la rupture. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Alors pour dire les choses simplement, le pouvoir politique, enfin le Royaume-Uni quitte toutes les instances décisionnelles européennes. Donc c'est-à-dire que il n'y a plus de commissaire européen, voilà, il n'y a plus de députés britanniques au Parlement européen, alors ce qui va avoir d'ailleurs des effets sur la majorité parlementaire. Il n'y a plus de représentation du Royaume-Uni au Conseil des ministres et au Conseil de l'Union européenne. Bon. Par contre, le Royaume-Uni continue à être, le pays et ses habitants, et ses entreprises, continuent à être considérés comme faisant partie encore à part entière de l'Union européenne. Oui, on est dans
C'est très spécial, c'est très subtil. Hein, c'est difficile pour nos auditeurs de comprendre tout ça, parce que d'un côté ils sortent, ils sont en période probatoire en fait. C'est ça, oui, oui, en fait, on peut dire ça. C'est une séparation à l'amiable où on se laisse le temps effectivement d'acter les modalités, qui sont pas simples, parce que finalement, enfin, pour donner un ordre d'idée, il y a 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni. Il y a 1 million de Britanniques qui vivent dans les autres pays européens, bien sûr. et on a des économies qui sont très imbriquées. Enfin, juste pour vous prendre un exemple, le projet phare européen, c'est Airbus. Bien sûr. Bon. Et une partie des Airbus sont faits par des entreprises britanniques. Voilà. Donc c'est pour ça que... C'est vrai que ça aura des conséquences sur l'Europe. Donc ça aura effectivement... Alors il y a déjà des conséquences d'ailleurs, puisqu'il y avait deux institutions, l'Agence du médicament notamment, qui était située au Royaume-Uni, et dans la perspective du Brexit, ces deux agences ont quitté le Royaume-Uni. Oui, je crois qu'elles sont parties sur les Pays-Bas, non? Alors, une aux Pays-Bas, l'autre en France. Et l'autre en France, voilà, on a partagé, voilà, tout à fait. On y gagne un peu quand même, finalement. On a gagné un petit peu, bon, on verra après les conséquences. Donc ça c'est la période probatoire, et alors après, le Brexit serait effectif. Voilà, donc après, effectivement, donc soit fin 2020, soit fin 2022, le Brexit, donc la séparation est actée. Alors, sachant que le Royaume-Uni s'est engagé à payer l'intégralité de ce qu'il doit au budget européen. Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est que le budget européen, en fait, est défini sur une période de 6 ans, donc qui s'achève en 2020. Donc c'est la fin de la période de programmation budgétaire. Donc les Anglais se sont engagés à payer effectivement quelque chose qui tourne autour de 50 milliards d'euros quand même. C'est pas mal. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et par ailleurs, a déjà été actée la situation des ressortissants britanniques en Europe et la situation des ressortissants européens au Royaume-Uni. Est-ce qu'il y aura quand même pour eux, tous ces ressortissants, qu'ils soient du côté britannique ou européen, il y aura une libre circulation possible ou pas? Oui, alors en fait l'idée sur laquelle les acteurs se sont entendus, c'est que les ressortissants installés, britanniques installés en Europe, oui, et européens installés au Royaume-Uni, bénéficient d'un principe de droit acquis en termes de droit de séjour, droit de travail, droit à étudier. Ils ne peuvent pas être victimes de discrimination. Voilà, ils ont leurs droits à santé. On va pas leur dire, faites les valises et repartez. Donc le principe, c'est qu'au bout de 5 ans de vie, ils bénéficient d'un droit de séjour permanent. Voilà. Mais il faut déjà y avoir vécu 5 ans. 5 ans. Voilà. Je crois qu'on leur laisse un petit peu de marge. Là, regardez, nous sommes en 2019, on va repousser en 2022. Ouais. Peut-être qu'on repoussera encore un petit peu, donc finalement, presque on y sera. Oui, oui, alors après, pour être clair, pour dire les choses quand même, il y a des ressortissants qui, notamment britanniques, qui ont fait notre choix, qui a été de demander la nationalité du pays dans lequel ils se sont installés. Ou qui ont choisi une voie intermédiaire, c'est demander la nationalité irlandaise. Bien sûr. Voilà, pour être dans une nationalité anglophone. Voilà. Après, il y a des effets collatéraux, hein, c'est que là, on va rentrer dans la période des élections municipales, et on a le droit aux élections municipales d'être candidat si on est membre d'un autre pays de l'Union européenne. Alors, on ne peut pas être maire ou adjoint, mais on peut être conseiller municipal. Et c'est vrai que du coup, par précaution, des Britanniques qui étaient conseillers municipaux parce qu'ils habitaient, résidaient en France et ils payaient leurs impôts, ne seront plus candidats en 2020 parce qu'effectivement, il y a le risque qu'ils deviennent inéligibles puisqu'ils ne seront plus européens. Voilà. Alors, une fois ce Brexit acté, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, techniquement, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il a sa propre politique économique et commerciale. Donc, il pourra définir des traités commerciaux avec d'autres pays, etc. Bon. Reste la question de savoir comment l'Europe et le Royaume-Uni vont définir leurs relations commerciales. Bien sûr. Voilà. Puisque, comme le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, il ne participera plus au programme européen, sauf si en tant que pays tiers, il demande à intégrer ces programmes. Je pense notamment au programme Erasmus, hein, qui est un gros programme d'éducation et de formation. Et l'un des premiers pays où vont les gens, c'est le Royaume-Uni. Et depuis peu d'ailleurs, dans la crainte du Brexit, ils se sont fait dépasser par les Espagnols. Voilà. Donc on a bien compris que c'est
ce traité qui est signé aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout mis en application, est quelque chose de très complexe. Alors, y verra-t-il le jour ou pas? On ne sait pas. Pause musicale, et nous nous retrouvons tout de suite. C'est vrai que c'est un imbroglio, mais c'est affolant quand même. Ben, moi je me mets à la place d'une entreprise qui travaille au Royaume-Uni, Mais ils doivent s'arracher les Ils cheveux. s'arrachent les cheveux, je crois. Bah, le nombre de viticulteurs qui vendent du vin au Royaume-Uni, Bien sûr, voilà, là, les droits de d'ailleurs. douane, Bien, nous reprenons. Hein. Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours avec le coordinateur de la Maison de l'Europe de Montpellier, Olivier Dedieu, avec lequel nous venons faire un focus, un gros focus sur le Brexit. Nous venons d'envisager, on a fait un petit peu l'historique du Brexit, on a envisagé les modalités de l'accord signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et maintenant, la question que vous attendez tous, quel impact cela aura, si l'accord est signé, je dis bien si l'accord est signé, s'il y a Brexit, quel impact y aura-t-il pour l'Union européenne, mais surtout pour la France? Oui, et puis et le Royaume-Uni finalement, hein, parce que alors pour l'Union européenne. Alors on va être un peu chauvin, là, on va regarder notre côté. Alors pour l'Union européenne, la première question qu'il va falloir traiter, donc en Europe, il y a deux types de pays. Il y a les pays qui payent plus que ce qu'ils reçoivent, ce qu'on appelle des contributeurs nets, c'est les pays les plus riches finalement, et des contributeurs négatifs qui reçoivent plus que ce qu'ils payent. Voilà. Et le troisième contributeur du budget de l'Union européenne, c'était le Royaume-Uni. Et donc le différentiel entre ce qu'ils donnaient et ce qu'ils recevaient est d'environ 3 milliards par an. Donc ça veut dire que le premier problème qui va être posé, effectivement, c'est la question budgétaire et que le budget en baisse. Bien sûr. Comment récupérer, entre guillemets, ces 3 milliards? Certainement, parce qu'ils vont manquer quand même à l'Union européenne. Oui. Alors, ils vont manquer, oui, ce qui veut dire, et d'ailleurs, l'Union européenne est dans une entame, en fait, va entamer un processus qui est très long, hein, qui est le processus de définition du budget sur la période postérieure à 2020. Et on commence à craindre l'hypothèse de ne pas avoir un budget voté d'ici le 31 décembre 2020. Pour vous dire l'ampleur des enjeux, voilà, entre la position de la Commission, la position des États, la position du Parlement européen, il va falloir trouver un compromis. Alors, avec la volonté de... Bon, je parlais d'Erasmus tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'il y a une volonté forte de la Commission d'accroître les budgets attribués à ces dispositifs de mobilité en termes de formation. Il y a du coup effectivement une variable qui peut être la PAC, la politique agricole commune, dont la France est d'ailleurs l'un des premiers pays bénéficiaires, oui. Donc ça risque de tendre un peu, ça risque de tendre, voilà. Et donc on risque d'avoir des débats qui risquent d'être houleux, puisqu'en plus, parallèlement, soit c'est des États qui vont plus contribuer au budget de l'Union, soit on dégage de nouvelles recettes propres de l'Union européenne, qui du coup ne nécessiteraient pas les accords des États. Donc on est aujourd'hui sur un processus effectivement qui va être très long. Alors deuxième conséquence, c'est que ça fait des mois que l'Europe est en stand-by. Alors je vous prends juste un exemple, hein, en termes de documentation européenne, oui. Ça fait des mois qu'on a arrêté les imprimeries. Oui, parce que bien sûr. Pour présenter l'Europe, on ne sait pas si on doit faire une carte à 27 ou une carte à 28. Voilà, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus peut-être demain. Donc oui. C'est là le problème. C'est ça. C'est qu'il n'y a aucune visibilité de ce qui va se produire dans quelques temps. Oui. Donc ça c'est effectivement, donc voilà. Après, l'autre effet, je dirais, un peu collatéral, c'est de voir l'impact que va avoir cette sortie sur le Royaume-Uni, parce que ça aura un impact sur la légitimité du projet européen. Bien sûr. Soyons clairs, soit effectivement il y a un impact négatif pour le Royaume-Uni, ce qui ne pourra que renforcer la crédibilité de la démarche européenne, soit au contraire, parce que bon, on ne sait pas finalement ce qui va être... Supposer que ça se passe très bien pour donc, les Britanniques sortis du Brexit, on court le risque que d'autres pays européens fassent la même demande. Oui, et puis c'est tenté. Et puis après tout, tout le monde est libre de rentrer ou de sortir. Alors bon, pour entrer, il y a quand même des conditions, hein, puisque faut quand même rappeler qu'il y a des pays aujourd'hui, notamment les Balkans, hein, et l'Albanie, une partie de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie qui demandent à entrer dans l'Union qui frappent à la porte, mais qui eux qui ne sont pas des apporteurs, qui sont plutôt des bénéficiaires un petit peu de l'Europe.
si on plaçait dans les plus et les Oui, moins. alors en termes économiques, oui, comme l'Europe de l'Est globalement Oui. et l'Europe centrale sont des pays plus pauvres que les pays de l'Europe occidentale. Voilà, que le Royaume-Uni qui s'en va quand même. Hein. Oui, oui, Si oui. vous voulez, la balance, même s'il y en a deux ou un qui rentre et un qui sort, le budget ne sera pas le même. Hein. Oui, oui, bon, si ce n'est qu'après, la logique fait que, comme justement les pays riches payent pour les pays pauvres, ça favorise leur développement et progressivement, l'objectif c'est qu'ils rattrapent la moyenne européenne. Voilà. Oui, bien sûr. Mais après, c'est la logique de l'aménagement, de créer une certaine équité et redistribution. Après tout, les Parisiens payent souvent des projets d'aménagement qui sont faits dans l'Hérault, puisque la région parisienne est beaucoup plus riche que le Languedoc-Roussillon, Oui, bien sûr, qui à l'échelle européenne est une région intermédiaire. Hein. Voilà, après il y a une répartition en fonction des richesses de la région et du pays. Est-ce qu'il y a une autre conséquence que vous voyez pour la France? Alors après, effectivement, la question c'est les conséquences que vont avoir cette sortie de l'Union européenne pour la France. Alors sur le papier, effectivement, il est assez difficile de mesurer les impacts économiques, mais on sait qu'on a dans la région, par exemple, des secteurs qui exportent beaucoup au Royaume-Uni. Je pense notamment au secteur agricole, hein, parce que le Royaume-Uni n'est pas un pays autosuffisant en termes agricoles. Donc il importe beaucoup de cette production. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie incertitude pour le monde, enfin en tout cas le négoce agricole et les producteurs agricoles quant à cet avenir, je pense notamment au vin. Mais effectivement, il y a toute une série d'acteurs économiques qui aujourd'hui sont en partenariat avec des Britanniques. Alors, ça peut être des projets de recherche dans le monde médical ou dans l'agroécologie, ça peut être de type de projets où on est sur des partenariats de recherche ou industriels et demain, il faudra trouver d'autres partenaires. Ouais, alors, ça. pour vous donner un exemple, alors il y a déjà des logiques d'anticipation, mais pour discuter avec un opérateur de l'aéronautique, la logique aujourd'hui de leur entreprise, c'est de dire on ne prend plus de partenaires britanniques. Parce que comme il y a de l'incertitude, on va plutôt essayer d'en trouver ailleurs. Voilà. On est dans cette logique-là. Voilà, et c'est vrai que les logiques d'anticipation du Brexit, à ce jour, elles ont plus d'impact au Royaume-Uni. Oui. Parce qu'il y a des stratégies d'anticipation qui nuisent à la croissance britannique, qu'il n'y a d'effet négatif en France. Voilà, alors ça c'est un peu la note positive pour nous. Alors en cette fin d'émission, écoutez, moi je vais vous poser une question là. On a une boule de cristal, vous y croyez pas vous personnellement? Vous ne pouvez peut-être pas répondre à ce Brexit. Alors moi je pense qu'aujourd'hui on a un accord qui a à peu près bouclé. Il y a une seule vraie incertitude, bon j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est assez technique. Vous savez qu'il y a deux sujets un peu sensibles. Hein. Il y a d'une part la question de Gibraltar, parce que du coup Gibraltar sortira de l'Union européenne, et surtout il y a la problématique de l'Irlande. Voilà. Ça, donc qui a fait tomber Theresa May. Bon, il y a un nouvel accord qui a été conclu, avec l'idée qu'il ne fallait pas de frontières, mais en même temps il faudra percevoir des droits de douane. Voilà. Donc on s'est mis d'accord à la demande du gouvernement britannique sur un projet qui sur le papier peut paraître séduisant, mais techniquement ressemble un peu à une usine à gaz, donc ça va être une vraie incertitude. Bon, ceci étant dit, moi je suis convaincu qu'avec le résultat des élections, pour une fois, on risque d'avoir un Parlement britannique qui a une position majoritaire, en tout cas une position majoritaire. Voilà, qu'elle soit claire ou pas, mais au moins qu'elle soit majoritaire. Voilà, qu'elle soit majoritaire et qu'elle soit pour ou contre, parce que ça aussi c'est l'incertitude, hein, on ne sait pas. Voilà, il y avait beaucoup de je suis pour oui mais, voilà. Je suis contre oui mais, donc on n'arrivait pas à... On va voir, écoutez, je vous invite à une autre émission pour savoir, après le 12 décembre, ce qui se sera passé. Bon, en 2020 ou 2022. En 2020 ou 2022. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.